évidemment un peu parler d'outils quand même. Donc, je vais me présenter rapidement pour compléter un petit peu ce qui a été dit, hein, qui allait très bien. Mais je vais préparer un slide, donc je vais en profiter. Donc, je m'appelle effectivement Jean-Christian Rivet, donc je suis réseauteur. Je suis présent dans énormément de réseaux. C'est une bonne partie de mon activité, en particulier les réseaux professionnels. Je suis aussi ce que j'appelle un copilote, c'est-à-dire que mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs en étant à côté d'eux, dans leur réseau. Donc, c'est un positionnement qui me permet comme ça de laisser la personne piloter elle-même sa stratégie. Et par contre, moi, derrière, je suis là pour l'aider et pour lui permettre d'être plus performant. Je suis conférencier, effectivement, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, et je suis l'auteur du livre « Le bonheur est dans le réseau », qui est un livre que j'ai écrit il y a 2 ans, qui parle de la façon de construire ces réseaux. Voilà, je suis pas là pour faire de la pub, mais je vous le montre quand même. Alors, les enjeux des réseaux professionnels, en fait, si on regarde bien, des réseaux numériques, c'est d'essayer de coller, en fait, à nos enjeux de réseau au sens classique du terme. Si on regarde un petit peu ce que l'on recherche à faire quand on construit son réseau dans le marketing relationnel, en fait, d'abord, on va chercher à attirer des gens. Donc, on le fait dans la vie de tous les jours, mais on sait qu'on va pouvoir utiliser ça par rapport à ses réseaux sociaux. Une fois que les gens ont démarré, on va avoir besoin de les impliquer, c'est-à-dire qu'ils se mettent tout de suite dans la bonne dynamique, tout de suite à l'action. Ensuite, on va avoir besoin de les fidéliser dans cette action-là. L'objectif étant qu'il dure un peu, parce qu'on sait tous qu'on a des phases dans lesquelles il y a des étapes dans lesquelles on a besoin de passer, qui nous demandent de fidéliser en fait les nouveaux. Et ensuite, derrière, on va avoir besoin de les mobiliser. Et c'est là où les réseaux sociaux vont être très intéressants, parce qu'on va pouvoir co-construire ensemble de la communication pour après, derrière, évidemment, faire gagner chacun, c'est-à-dire que chacun réalise ses objectifs et chacun ait le succès qu'il ait prévu. Donc, quelque part, on est ce que j'appellerais l'entraîneur de puce. Alors, vous avez peut-être vu ce schéma-là dans un livre qui s'appelle « Rendez-vous au sommet » de Zig Ziglar, qui a des fondamentaux dans le marketing relationnel, pour ceux qui l'ont lu. En fait, il nous explique quelque chose de très intéressant. Zig, il nous explique en fait qu'il y a une étude qui a été faite. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment scientifique ou si c'est plutôt une petite fable, mais ça marche quand même, qui dit qu'en fait, si vous mettez dans un bocal des puces, en fait, les puces, elles vont sauter et sortir du bocal. Si, en revanche, vous leur mettez un bouchon au-dessus, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au début, elles vont chercher à sortir, elles se heurtent au bouchon, et finalement, elles vont sauter moins haut parce qu'elles n'ont pas envie de se taper la tête. Et c'est un petit peu ce qui nous arrive un peu dans notre vie, dans la vie de tous les jours. Quand on est, par exemple, salarié, on a envie de liberté, et finalement, quelque part, on rentre dans le rang et on est un petit peu dans une espèce de carcan. Et en fait, ce que nous dit Zig Ziglar, c'est que si vous enlevez le bouchon, en fait, les puces qui avaient pris l'habitude de s'arrêter au niveau du bouchon, en fait, elles s'arrêtent avant de sortir du bocal. Et que la solution qu'ils ont trouvée, c'est de mettre des puces qui, elles, n'ont jamais vécu le bouchon, entre guillemets, et quand on les met dedans, elles sortent et automatiquement, elles montrent aux autres comment on sort. Donc, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant. Alors, comment ça s'applique à nous, aujourd'hui en particulier, avec la situation qu'on vit depuis quelques mois? D'abord, on a besoin d'être un entraîneur de puces qui va être résilient. Ça veut dire qu'on a besoin d'être capable d'être résistant et d'être capable de surmonter les situations dans lesquelles on peut à un moment donné retrouver des freins. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'être quelqu'un de motivant, quelqu'un de positif et d'optimiste. Et c'est là où on va voir que dans les réseaux, on peut vraiment jouer ce rôle-là, parce que justement, dans nos publications, on peut passer des messages qui sont des messages motivants. Ensuite, on a besoin d'être dans l'action. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être visible et d'être actif, proactif. Et enfin, on va avoir besoin d'être bienveillant. Alors, je dis ça parce que parfois, on peut avoir tendance un petit peu à s'emballer, en particulier dans les réseaux, à commencer à avoir de la notoriété, à commencer à avoir de la visibilité et d'oublier un petit peu derrière son réseau, d'oublier son groupe, d'oublier des gens avec qui on aurait besoin de passer plus de temps. Donc, on a besoin de garder toujours cette bienveillance qui va faire que les gens vont continuer d'avoir envie de nous suivre, et plus le réseau va grandir, plus en fait on va pouvoir avoir des gens à notre
dans notre sillage. Donc, si je regarde un petit peu comment tout ça va se mettre en place, en fait, je vais vous proposer un plan d'action en trois actions. Première chose, c'est d'avoir une démarche de communication. Ça, c'est-à-dire qu'on va communiquer de façon visible dans les réseaux. On va amener une espèce de vision qui va être une vision de ce que c'est que d'être un entrepreneur, de montrer un petit peu ce que c'est que d'être indépendant, ce que c'est que d'être libre. Donc ça, c'est quelque chose qui va être un petit peu ce que moi j'appelle les médias sociaux. On se rend visible. On va trouver et séduire une audience. Le deuxième niveau, ça va être l'animation. Donc là, on va être plus dans de la communication que j'appelle interne. C'est-à-dire que là, on va être vraiment en train de travailler son propre réseau, son propre groupe. L'idée ici va être d'amener de l'inspiration, d'amener de la formation, d'amener toutes ces choses-là. On va regarder ça un peu plus en détail. Et la troisième étape, eh bien, c'est la notion de conversation. Les réseaux nous amènent à des outils qui sont absolument, et le numérique en général, ils nous amènent des outils extrêmement intéressants qui sont des outils totalement interpersonnels. Et tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples de ça. Et ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, c'est que ces trois niveaux-là ne vont pas forcément se gérer de la même façon. On ne va pas forcément avoir les mêmes messages à destination du grand public, entre guillemets, la communication qui va être une communication publique, et à destination, par exemple, soit individuellement de nos relations, soit au niveau de notre groupe, dans l'animation, en particulier dans les groupes de discussion. On va voir ça. Alors, ça va m'amener à regarder un petit peu comment sont structurés les réseaux. Et ça, que ce soit des réseaux numériques ou des réseaux, ce que j'appelle moi les réseaux naturels, puisque je travaille beaucoup sur la convergence des réseaux naturels et numériques. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a trois niveaux d'implication dans les réseaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Ce sont des gens qui n'interagissent jamais, mais qui par contre vont lire, vont se former, vont participer à des événements, participer aux groupes qu'on va créer dans les réseaux. Par contre, ils n'interagissent pas. Et quel que soit le secteur d'activité, ce qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, ce sont ces gens-là qui finalement vont paradoxalement être presque les gens qui vont le mieux consommer en fait les contenus. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les influenceurs. Alors, les influenceurs, c'est des personnes qui, elles, vont interagir. Ce sont les personnes qui vont commenter, qui vont quelque part donner un coup de main sur un événement, qui vont être beaucoup plus participatifs. Et ça, c'est un peu votre garde rapprochée, et ça, vous le savez dans la vie de tous les jours de toute façon. Et ensuite, on va avoir des gens qui vont plutôt être des leaders. Et ces leaders sont des gens qui vont souvent publier, organiser, être beaucoup plus proactifs. Alors, il faut faire très attention parce que dans les réseaux sociaux, sur les plateformes sociales, dans les réseaux numériques, ce ne sont pas forcément ceux qui font le plus de bruit ou qui sont les plus actifs, qui sont les plus actifs aussi sur le terrain. Donc faites attention à ça, il y a un effet un petit peu loupe qui peut faire que des personnes vont être à un moment donné très communicatives dans les réseaux. Et si on ne fait pas attention, parfois on risque de leur donner plus de visibilité qu'elles n'en méritent, entre guillemets, parce que normalement on est censé mettre plutôt en avant des gens qui sont actifs dans leur activité et qui ont des résultats. Donc je vais reprendre ces trois éléments-là et on va les regarder un peu plus en détail. Donc la partie communication. Partie communication, c'est donc de construire une vision pour réaliser différents objectifs. Alors le premier objectif, qui paraît tout bête, c'est de dynamiser ce qu'on appelle le personal branding. Vous avez dû en entendre parler, je pense que Valérie a dû vous en parler ou d'autres intervenants aujourd'hui. L'idée du personal branding, c'est de se créer une marque personnelle, professionnelle évidemment, qui va inspirer les gens dans le fait que on a besoin quelque part de vous suivre parce que vous avez l'air d'être quelqu'un qui maîtrise bien son sujet, qui connaît bien son sujet. Le deuxième objectif, ça va être de donner une vision positive de mon métier. Alors, je vous dis ça parce que parfois, pour avoir pratiqué pendant pas mal d'années le marketing relationnel, quelquefois, les gens ne comprennent pas bien forcément comment fonctionne ce métier-là. Et là, pour moi, c'est l'occasion, quand je communique dans mes réseaux, justement, de donner une vision positive et de surtout montrer que c'est un vrai métier. C'est pas seulement une activité, c'est un vrai métier. La troisième objectif que je vais pouvoir avoir, c'est d'entraîner des nouvelles personnes à me suivre. Alors, évidemment, on pense dans le fait qu'elles démarrent dans notre activité, mais c'est aussi le fait simplement que des gens aient envie de me suivre dans les réseaux
et envie de voir un petit peu ce que j'ai envie de dire. Quatrième objectif, c'est mobiliser la collaboration de mon réseau professionnel. Et là, on va voir que le fait que les gens interagissent avec nos publications va nous aider comme ça à resserrer les liens avec les gens. Et puis surtout, le fait que je travaille comme ça dans ma visibilité et ma communication dans les réseaux va faire que je vais montrer l'exemple aux autres personnes de mon réseau, parce que vous savez que le leadership, en fait, c'est basé sur l'exemple, hein, évidemment. Tout ça, évidemment, va se construire dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Je vois parfois des gens qui me disent je me suis mis dans les réseaux, ça fait 3 mois et je n'ai pas de résultat. Ou j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'interaction sur mes publications. Non, être visible dans les réseaux numériques, c'est 12 à 18 mois de travail régulier pour commencer à avoir des opportunités qui arrivent. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez que ça fonctionne dans ce sens-là. Alors, je vais vous donner 3 exemples de choses que vous pourriez mettre dans votre ligne éditoriale, parce qu'évidemment, ça passe par une ligne éditoriale. On peut, par exemple, parler de son style de vie. Alors là, je vous montre un exemple de voyage incentive que j'ai fait dans le sud de la France il y a quelques mois. Donc là, l'idée, quelle est l'histoire que je peux raconter autour de ça? Eh bien, sans parler forcément d'être dans la surenchère avec des gens, parfois, vous savez, qui vont aller louer la Ferrari pour montrer qu'ils ont du succès, etc. L'idée, c'est quoi? C'est de montrer que finalement, on a un style de vie, pas seulement un train de vie, mais un style de vie qui peut être inspirant pour les autres personnes. Et je vais simplement vous faire ici une petite remarque, c'est que parfois, il y a des gens qui sont ce que j'appelle, moi, des vendeurs de rêves. Et on entend parfois, c'est dans les infopreneurs, dans les gens dans le MLM, etc., des gens à qui on reproche d'être un peu des vendeurs de rêves. En fait, ce que vous avez besoin, c'est d'être un inspirateur de rêves. Ce qu'il faut, c'est qu'on ressente que quand vous allez communiquer, eh bien, quelque part, eh bien, vous êtes quelqu'un qui aime les belles choses, quelqu'un qui a des standards, quelqu'un finalement qui a une belle vie. C'est tout simplement ça, parler de style de vie. Deuxième chose que vous pourriez rentrer dans votre ligne éditoriale, dans votre charte éditoriale quelque part, c'est ce que j'appelle parler des coulisses. Alors ça veut dire quoi parler des coulisses? Ça veut dire tout simplement se mettre en phase quelque part avec ce qu'on voit en ce moment beaucoup à la télé. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment à la télé? On voit beaucoup des gens qui sont finalement en train de nous parler de comment ça se passe dans un restaurant. On nous parle de comment préparer une maison pour la vendre. On nous donne des astuces pour aller faire du shopping. Alors, vous voyez, là, j'ai cité je sais pas, Top Chef avec le concours. Vous avez Stéphane Plaza qui va nous parler de maison. Vous avez Christina Cordula, etc. Les gens en ce moment sont tout à fait là-dedans. Donc, ce qu'il faut, c'est leur montrer un petit peu comment c'est derrière. En plus, n'oubliez pas, quand vous communiquez, quand on communique dans le marketing relationnel, on communique aussi beaucoup avec des gens pour qui le marketing relationnel va être la première expérience en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Et donc, c'est des gens qu'on a besoin aussi de rassurer. Et puis après, évidemment, je peux rentrer un petit peu plus dans le détail, pourquoi pas, et pourquoi pas parler de mon métier. Alors, faites attention quand même parce que les gens vont toujours préférer dans les réseaux voir des gens que voir des boîtes ou des bidons. Hein, donc, je vous dis ça simplement parce que si vous avez une ligne éditoriale qui est beaucoup basée sur vos produits, à un moment donné, ça risque un peu de lasser les gens et les gens risquent de ne pas se sentir concernés. Par contre, si le message qui passe, c'est le message « j'aime mon job », alors à ce moment-là, ça va bien passer. Donc l'idée c'est voilà ce qui se passe dans mon job, voilà les gens avec qui je travaille, et donc on peut avoir des sujets comme entreprendre, le développement personnel, le bien-être personnel, etc. Tous ces sujets de fond qui sont liés à votre métier, d'accord? Donc ça c'est un troisième exemple de ce qu'on peut faire. Alors si je devais vous donner des proportions, je dirais que parler de son métier, de ses produits, il faudrait que ça représente à peu près 10% de votre ligne éditoriale. Parler de la notion de style de vie, peut-être 20 ou 30%.
Et tout ce qui concerne les coulisses, y compris de partager des informations d'actualité, etc., là, on serait plutôt sur du 60% à peu près, 70% de vos publications. Alors après, voyez avec les gens avec qui vous travaillez la façon dont vous allez pouvoir organiser ça. Donc ça, c'est la première partie qui est communication. Pourquoi? Parce que là, on s'adresse à des gens dans le grand public. Donc, il ne faut pas, voilà, il y a une notion de séduction, il y a une notion d'entraînement des gens. On doit amener aussi un peu des éléments promotionnels, mais faites attention parce qu'on n'est pas sûr que le promotionnel, c'est ce qui va le plus séduire les gens. Là, on va avoir un petit peu plus de marge de manœuvre, c'est évidemment sur l'animation qu'on va avoir de notre réseau. Alors, l'animation de notre réseau, ça va être l'occasion avec le numérique de démultiplier notre énergie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais utiliser les réseaux sociaux, ça va me permettre d'économiser beaucoup de temps et évidemment beaucoup d'énergie dans cette animation. La clé, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Alors, les réseaux, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? D'abord, ils vont nous permettre d'avoir une actualité qui est toujours ce que j'appelle toute fraîche. Hein. C'est en fait, on va pouvoir parler d'actualité. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle sortie de produit, dès qu'il y a une nouvelle, je sais pas, des informations même dans l'actualité sur des articles intéressants, etc., on va pouvoir emmener tout ça. On va pouvoir aussi amener de l'information sur la vie de notre réseau, sur des qualifications, sur des choses comme ça. Donc, vous connaissez ça très bien, je ne vais pas vous rentrer plus en détail dans tout ça. Deuxième chose, c'est la notion de formation. Alors là, petite précision, la formation, elle a besoin de s'articuler dans un parcours ou dans des parcours. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, vous maîtrisez déjà bien ça, c'est de fait de faire rentrer les gens par une première porte et puis de les mettre dans un espèce de dispositif. La clé, c'est d'avoir une logique qui est facile à suivre pour les gens. Ça, c'est vraiment le plus important. Alors, je vous parle de ça parce que j'ai suivi beaucoup de réseaux depuis un an, et en particulier dans les périodes de confinement, où là, il y avait une espèce de cascade, une espèce de raz-de-marée de Zoom, d'animation, de formation, etc. Alors, qui était très intéressant, ça a permis aux gens de profiter de ces périodes-là où ils étaient un peu plus en retrait, de profiter de ces périodes-là pour apprendre beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il y a une espèce de ce qu'on appelle la Zoom fatigue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, trop d'informations finit par tuer l'information. Donc, on a besoin de faire attention, l'animation, à bien structurer tout ça dans des parcours. Mais l'intérêt qu'on a avec le numérique, c'est que tous les contenus qu'on va créer vont être disponibles en permanence. On va voir tout à l'heure un exemple. C'est-à-dire que je vais pouvoir capitaliser sur tout ce qui s'est fait. Alors, c'est même dans tous les domaines d'activité. Moi, je travaille avec des clients dans plein de secteurs d'activité. Quand on fait un coaching sur Zoom, ben, il est enregistré et je le mets à dispo de mon client. Vous voyez, toutes ces choses-là sont des choses qui ne peuvent se faire qu'avec le numérique. Après, on a besoin de travailler au niveau de la régularité, parce que cette régularité qui va faire qu'on va passer de la notion de réseau à la notion de communauté. Il y a des fois, par exemple, parfois des gens qui me demandent ça, qui disent, ben, j'ai mis en place un réseau, mais les gens viennent pas, suivent pas, sont pas actifs, etc. Et ce que j'aimerais, c'est transformer ce réseau-là en communauté. Eh bien, tout simplement, si pour l'instant vous avez l'impression d'avoir un réseau et de pas avoir une communauté, c'est simplement parce que vous n'êtes pas assez proche et que vous n'êtes pas assez régulier. Donc régulier, ça peut vouloir dire une fois par semaine, une fois tous les 2-3 jours, peut-être pas forcément tous les jours, mais si vous communiquez une fois par mois, c'est quelque chose qui ne va pas suffire. Et enfin, la dernière chose qui va nous aider au niveau de l'animation, c'est ce que j'appelle la co-animation. C'est-à-dire que ce qui est génial avec les réseaux sociaux et tout ce qui est numérique, c'est qu'on va pouvoir, de façon très très simple, organiser le fait qu'on va être plusieurs à intervenir. Je vais vous donner tout à l'heure des exemples. Donc ça, c'est une façon de reconnaître aussi les leaders, de s'appuyer sur des compétences complémentaires qu'ils pourraient avoir. Alors, je vais simplement faire un tout petit bémol. Alors, je ne sais pas comment vous structurez, je ne veux pas du tout faire d'ingérence dans votre réseau. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, il y a un premier frein, un premier risque, c'est de penser que c'est de chercher à donner de la visibilité à des gens qui sont surtout actifs dans les réseaux et pas forcément dans leur propre activité.
Donc, faites attention à ça. La notion de leadership, vous avez besoin de bien définir ce qu'est un leader pour vous. Et la deuxième chose, c'est que il y a un risque très prégnant au niveau des réseaux, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le cross-line. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de déconstruire la lignée de quelqu'un et de remplacer avec des gens qui seraient dans d'autres groupes, dans d'autres lignées, et donc à un moment donné, de brouiller la carte de justement la lignée d'aide et la lignée de construction. Bon, je ne vais pas faire d'ingérence par rapport à ça, c'est-à-dire que voilà, la co-animation, elle doit se faire avec quand même une vraie stratégie. Et pour terminer sur cette notion-là, je voudrais aussi vous mettre en garde sur un risque qui est ce que j'appelle le risque de la cacophonie. C'est-à-dire que vous avez besoin de modérer les groupes sur lesquels vous allez mettre votre communauté, de façon à ce qu'à un moment donné, il n'y ait pas des informations qui arrivent de partout. Donc, mettez un minimum de structuration dans vos contenus. Alors, quelques exemples qui peuvent être, donc là, vous voyez en bas à gauche, par exemple, vous avez la notion de groupe. Alors, la notion de groupe, on peut mettre tout le monde dans le même groupe, ça peut se faire, on peut avoir un groupe commun à tout le monde. Ce qu'il faut simplement faire attention à ne pas trop polluer les nouveaux avec des problématiques qu'ils n'ont pas encore rencontrées et qui risqueraient de leur donner l'impression que votre activité est très complexe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quelquefois, soit par objectif, soit par activité, soit par besoin, soit même par niveau de développement de leur affaire, créer peut-être 2 ou 3 groupes. Par contre, on sait qu'on ne va pas pouvoir suivre plus de 2 ou 3 groupes chacun. Donc, je ne sais pas comment vous êtes structuré, mais faites attention à ça. Même moi, je suis dans différents groupes d'entrepreneurs, de spécialistes, du social selling, etc. Et parfois, à un moment donné, le fait qu'il y ait trop d'infos qui circulent, ça finit un peu par me perturber. Ensuite, on voit à gauche, évidemment, toutes les actualités qu'on va pouvoir mettre sur ce qui se passe, sur les challenges, sur les produits, etc. En haut à droite, on voit qu'on a la possibilité aussi de faire de la capsule vidéo. Alors moi, je vous recommande vraiment de faire des vidéos, même si ce sont des capsules courtes. Par contre, ce que je vous montre en bas à droite, si vous avez besoin de structurer tout ça à un moment donné, je vous parlais de dispositifs de formation, mais même si ce n'était pas que de la formation, mais vos contenus même, essayez de les structurer. Alors, ça peut être sur YouTube, la façon d'être très simple, c'est de mettre des vidéos, si c'est de l'usage interne, des vidéos qui sont en non répertoriées dans des playlists non répertoriées. Moi, je vous recommande aussi un outil qui s'appelle Vimeo, alors qui est payant, qui est un outil professionnel de vidéo, où là, on peut ajuster de façon très, très fine ce à quoi chaque personne va avoir droit par rapport aux interactions avec les vidéos. Donc, si vous avez une logique de formation, essayez de voir un peu comment vous pouvez utiliser ça. Moi, je sais que sur mes formations plus jeux collectifs, je suis vraiment dans cette démarche-là de donner en fait des droits à telle et telle personne. Et comme ça permet de structurer. Parce que n'oubliez pas qu'une des clés du numérique, c'est que quelqu'un qui va rentrer dans 6 mois dans votre activité, il va être capable d'accéder à tous ces contenus de ces derniers mois et de ces dernières années, mais surtout, il va être capable de s'y retrouver. Donc, la structuration de l'information, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Alors, moi, j'ai vu souvent des choses, par contre, qui étaient des très, très gros freins. Et en particulier, il y en a une ici, que j'ai transformé ça en une espèce de petite punchline. C'est quand je parle à tout le monde, je ne parle à personne. Et quand je parle à chacun, je parle à tous. Alors ça, le truc classique, c'est j'ai un événement, j'envoie l'info dans un groupe où je fais un public postage, j'envoie un emailing ou j'envoie un mail commun à tout le monde. Et je me dis, les gens l'ont vu puisque c'est dans le groupe. Ou les gens l'ont vu puisqu'ils ont reçu le email. Alors, pour ceux ici, peut-être qui ont eu l'occasion de faire du emailing, vous seriez très surpris. À partir du moment où vous envoyez un emailing à un groupe de personnes, en fait, les taux d'ouverture, donc de lecture d'un emailing, on s'aperçoit qu'il est entre 35% et 70%, avec une moyenne à 50%, même auprès de gens qu'on connaît. Donc, ce n'est pas parce que vous avez envoyé un emailing à tout votre réseau qu'il l'a vu. Ensuite, on a une deuxième problématique dont je parlerai un petit peu plus tout à l'heure, dont je pense que des gens vous ont parlé dans cette journée, c'est la notion d'algorithme. Quand vous mettez des choses dans un groupe, les gens qui n'interagissent jamais avec les publications, ils ne voient pas ça sur leur flux d'actualité la plupart du temps et ils ne sont pas notifiés.
Ça veut dire que là, de la même façon, à partir du moment où j'ai mis des choses dans un groupe ou sur un réseau quelconque, en fait, on va avoir entre, allez, 10% et 50% des gens qui vont le voir, et encore, je compte très, très large. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on doit avoir le troisième niveau dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était le niveau de la conversation. C'est-à-dire que là, on va apporter de la valeur ajoutée, mais de façon individuelle avec les gens. Donc, je vais m'appuyer sur la messagerie. Moi, quand j'ai un message important à faire passer, par exemple, j'organise un webinaire, j'ai besoin d'avoir un certain nombre de personnes ou une conférence. Ben, vous voyez, par exemple, la dernière conférence physique que j'ai fait il y a quelques mois en présentiel, j'ai fait 150 messages individuels sur LinkedIn à des gens qui étaient dans la zone géographique sur laquelle je vais. Et on a eu 100 personnes présentes à cette conférence-là. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, eh bien, le fait d'envoyer des messages personnels va rendre notre message beaucoup plus accessible. Deuxième chose, eh bien, ces conversations vont me permettre de donner de la visibilité au leadership. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je ne vais pas forcément envoyer des messages à tout le monde dans mon réseau, mais je vais m'appuyer sur le leadership qui, lui, va pouvoir relayer l'information, toujours à partir des messageries. Troisième chose, je vais valoriser les contenus en faisant des commentaires. Alors ça, c'est très, très, très important. La clé dans les réseaux, plus important presque encore que les publications, c'est d'aller faire des commentaires sur les publications d'autres personnes. Donc ça, je vais vous en parler très rapidement tout à l'heure. Et enfin, le travail individuel, la conversation, ça va être le fait de co-construire des contenus collaboratifs avec d'autres personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, de co-animer. Alors, je vous donne ici quelques exemples. Donc, la messagerie en haut à gauche, je ne rentre pas dans plus de détails, vous connaissez bien, il n'y a pas de souci avec ça. À droite, la notion de, alors je vais plutôt faire en bas à gauche, dans l'ordre plutôt. En bas à gauche, c'est des rendez-vous individuels en visio, ce que j'appelle du coaching. Donc, je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre réseau. Pareil, je ne veux pas faire de l'ingérence, chacun a ses propres méthodes. Mais moi qui suis dans plusieurs réseaux et qui coach beaucoup des clients, en fait, j'ai transformé parfois des réunions de groupe où on allait être 2, 3, 4, 5, 10. Je les ai raccourcis et je les ai séquencés par des rendez-vous individuels avec les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, je dis, ben voilà, on va faire ce travail de groupe, chacun a un plan d'action. On refait une réunion dans 15 jours pour justement voir comment on peut travailler ensemble. Sauf que entre les deux, j'ai au moins un rendez-vous individuel avec chaque personne pour valider où elle en est par rapport au plan d'action qu'on s'était fait. Et ça, cette notion de conversation, elle est extrêmement intéressante. Ça me permet d'apprendre énormément de choses, de voir un peu où en sont les gens. C'est-à-dire, ça permet de faire ce qu'on appelle le positionnement. Et donc, de repérer à un moment donné quel est le niveau à la fois d'implication et de compréhension en fait de ce qu'on a fait ensemble. Après, en haut à droite, il y a la troisième chose, c'est la co-animation de webinaire. On parle de webinaire, mais c'est aussi d'ateliers physiques si on peut. Et puis en bas à droite, je sais qu'il y a des gens qui ne pensent pas forcément à faire ça. C'est de faire des interviews. Moi, dans mon réseau, je fais régulièrement des interviews. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous en verrez. Et l'idée, c'est quoi? C'est à un moment donné de mettre en valeur des gens qui ont fait des choses ou qui ont des idées ou qui ont des métiers qui peuvent être un peu différents, qui ont finalement une valeur ajoutée. Alors, évidemment, ces vidéos, elles peuvent être mises en public ou elles peuvent être mises dans l'animation de mon réseau, comme on a vu tout à l'heure. Donc, si je résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire là, en fait, on voit bien que par rapport à ces 1% dont je pense vous faites partie ou vous allez faire partie, ces 9% dont au moins vous faites partie, j'imagine, ou ces 90% de gens qui sont des gens qui consomment l'information en étant moins actifs, en fait, l'idée, c'est d'amener les 90% à faire des interactions, au moins faire des j'aime sur les publications, d'amener les gens à être le plus actifs à travers les commentaires, puisque les commentaires, c'est finalement là les vrais groupes de discussion, et essayer de faire monter dans mon réseau des gens qui vont faire partie de ces 1% et qui vont publier. C'est pour ça qu'il peut être intéressant.
eh bien, je sais que dans certains de vos réseaux, de vos groupes, de vos lignées, vous avez des gens qui sont en mode formation sur les réseaux sociaux, comme ces journées-là, mais de continuer derrière, évidemment, parce que c'est un dispositif qui se fait un peu plus dans le temps. Et donc, la clé, c'est vraiment de vous dire, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire monter d'un cran tous les gens de mon réseau, de façon à ce qu'on puisse derrière avoir qu'on puisse faire évoluer en fait le réseau de façon globale, sans chercher à mettre tout le monde en position de leadership dans les réseaux sociaux. Vous aurez des gens qui seront un peu réfractaires, qui ne seront que consommateurs, c'est pas grave du tout. De la même façon d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si dans nos réseaux des gens ne sont pas du tout dans le numérique, évidemment, vous savez ce qu'on appelle la fracture numérique, hein, dont on entend parler en France, hein, enfin dans tous les pays d'ailleurs. Cette fracture numérique, elle ne doit pas empêcher les gens de développer leur activité quand même, évidemment. Alors, moi, je vais vous donner 3 outils qui vont vous permettre de booster tout ça. Le premier outil, c'est tout simplement l'arrobase. Vous avez vu ça, je pense, avec Valérie sur le fait de taguer des gens. Alors, pourquoi est-ce que c'est un outil qui peut permettre de booster vos réseaux? Parce qu'à un moment donné, je publie quelque chose, j'aimerais bien avoir des commentaires parce que ça va me permettre d'être plus visible, mais les gens ne voient pas ce que j'ai publié, parce que n'oubliez pas, hein, quand vous publiez sur un profil Facebook, en moyenne, il y a à peu près 20% des gens qui vont voir. Si vous publiez sur une page, en moyenne 3%, et en fait, ce pourcentage n'évoluera que si les gens interagissent, donc ça se mord un peu la queue. Donc là, si par contre, à la fin d'une publication ou dans le commentaire d'un premier commentaire de publication, je mets un arrobase avec mes leaders ou avec les gens qui ont un avis sur le sujet dont je parle, eh bien, d'un seul coup, ils vont être notifiés, puisque la clé, c'est la notification dans les réseaux. Elle va venir, et comme je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, elle va répondre. Elle va mettre un commentaire auquel je vais répondre, et va répondre. Moi, j'ai des publications comme ça, où je vais avoir 10, 20, 30, 40, 50 commentaires. Eh bien, sauf que si vous n'avez pas de commentaires, vous allez avoir 200 ou 300 vues sur une publication. Si vous avez commencé à avoir des commentaires, vous pouvez avoir 1000, 2000, 3000, 4000 vues sur des publications. Donc, l'enjeu, il est énorme, puisqu'il y a ce phénomène de démultiplication, en fait. C'est-à-dire que dès que la personne interagit, eh bien, votre post est visible par ses amis à elle, par ses relations à elle. C'est pour ça que n'oubliez pas, c'est une petite parenthèse dont on a déjà dû vous parler, quand vous êtes dans une logique de visibilité dans les réseaux, ne publiez surtout pas à destination de vos amis, mais publiez en mode public sur Facebook. C'est-à-dire que vous publiez pour que tout le monde voit. Donc, si quelqu'un partage ou commente ou aime, c'est visible par les gens de son réseau. Ensuite, vous avez besoin de mettre des bons hashtags. D'abord, les algorithmes des plateformes aiment beaucoup les hashtags. Et ensuite, ça permet d'élargir votre visibilité auprès des gens qui sont des gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc, par exemple, si vous avez un hashtag et que vous expliquez, par exemple, vous expliquez dans votre post, dans votre publication, qu'on peut travailler en télétravail, eh bien, vous mettez un hashtag sur télétravail et tous les gens en ce moment qui cherchent de l'information sur le télétravail vont pouvoir consulter votre publication alors qu'ils ne sont pas du tout dans votre réseau, pas du tout des gens qui vous suivent habituellement. Donc, ça peut être sur télétravail, sur entreprendre, sur entrepreneur, etc., etc. Et la troisième chose, c'est de ne pas oublier qu'à partir du moment où on est, c'est pas parce qu'on est en train de communiquer au niveau professionnel qu'on doit absolument être quelqu'un de triste. Donc, on a besoin de structurer et de choisir la convivialité et donc de mettre les petits pictos qui vont bien, des petits smileys. Mais ça va être vrai quand même. Ça va être vrai quand même au niveau des visuels. Alors attention, n'allez pas faire des trucs, comme on dit, trop barrés, hein, entre guillemets. Gardez quand même quelque chose de professionnel. On peut avoir de l'humour et être professionnel quand même. Ne faites pas des choses qui sont trop décalées parce que vous risquez effectivement de perdre une partie des gens qui pourraient s'intéresser à vous. Alors, pourquoi je vous parle de ces 3 éléments-là? Eh bien, parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionnent les algorithmes des réseaux, et ce sera mon dernier élément technique que je voulais vous apporter. C'est qu'en fait, dans tous les réseaux, il y a des algorithmes et que sur ces algorithmes-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils vont commencer par montrer votre publication à 3 à 10%, grosso modo, de votre audience. C'est ce qu'on appelle le reach. C'est la façon dont, en fait, la plateforme va tester si ça intéresse les gens ou pas. Et donc, votre publication part visible par 3 à 10%. Dans les 2-3 heures qui suivent, il faut des interactions et des commentaires.
S'il n'y en a pas, on va rester sur une visibilité qui va être très faible. S'il y en a, d'un seul coup, la plateforme va vous emmener votre audience, qui d'ailleurs peut totalement dépasser votre audience naturelle. On a des gens qui ont quelques centaines de contacts dans les réseaux. À un moment donné, ils envoient une info super intéressante et d'un seul coup, ils ont 10 000 vues ou 100 000 vues. Tout simplement parce qu'à un moment donné, la plateforme décide de complètement couper les filtres de l'algorithme pour rendre votre publication complètement publique. Donc, si vous regardez bien la visibilité de vos publications, alors il y a des plateformes sur lesquelles c'est plus facile que sur d'autres au niveau des statistiques, vous apercevrez très souvent que vous avez 12 à 48 heures maximum pour que d'un seul coup, elles prennent de l'audience. Si vous utilisez les hashtags, si vous utilisez les arrobases, et si évidemment c'est intéressant, le contenu, puisque le contenu est toujours le truc le plus important, si vous faites ça, d'un seul coup, ça va grandir. Donc, je vais, pour conclure, vous donner en fait, vous faire une petite réflexion. Vous savez que vous connaissez cet adage dans le marketing relationnel qui dit que la meilleure façon d'avoir du succès, c'est de construire son succès en construisant le succès des autres. Plus les gens dans vos réseaux ont du succès, plus évidemment, c'est mathématique, c'est le concept même du marketing de réseau, plus moi je vais avoir du succès. Eh bien, dites-vous simplement que cet adage-là, en fait, il est vrai dans la visibilité dans les réseaux. C'est-à-dire que pour construire sa propre visibilité, on a besoin de construire la visibilité des autres. Et que la visibilité, c'est quelque chose de totalement collaboratif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de plus collaboratif qu'un réseau de marketing relationnel. Donc, si vous mettez en place tous les éléments que vous allez voir dans cette journée-là et dans tout ce qu'on va vous apporter, évidemment, dans les semaines et les mois qui viennent, si vous êtes actif régulièrement et que vous faites ça sur les 12 à 18 mois qui viennent, eh bien, vous allez avoir toute la visibilité qui va vous permettre de gagner dans les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre attention et maintenant, je vais aller regarder dans le chat vos questions pour voir auxquelles j'ai les réponses, parce que je n'ai pas réponse à tout. Alors, faut-il dissocier mon activité business et la vente de produits? Alors, si c'est d'un point de vue public, en fait, vous êtes une seule personne. C'est-à-dire que quand vous parlez de votre métier, vous parlez finalement des deux activités. Dans votre groupe, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous avez besoin de segmenter, peut-être un groupe plutôt axé sur les techniques de développement de réseau, un groupe plutôt axé sur la vente de produits. Il est utile sur Instagram et LinkedIn au niveau des hashtags. Alors, est-ce qu'il faut les limiter? Alors, globalement, sur LinkedIn, il y en a entre 3 et 5, c'est ce que LinkedIn va lire, au-delà, il ne les lira pas. Sur Instagram, pendant une période, les gens mettaient beaucoup. Aujourd'hui, il semblerait qu'au-delà de 10, on soit un petit peu dans du spam. Dites-vous de toute façon que le hashtag, ça doit être quelque chose de visible pour les gens. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit compréhensible. Donc, si vous mettez 40 hashtags, quand on va lire votre post, ça va paraître un petit peu bizarre. Donc, vous écrivez donc hashtag. Alors, je vois quelqu'un qui dit comment on fait un hashtag. En fait, c'est la touche Alt-GR de votre clavier. Et le hashtag, c'est juste en dessous du 3 dans votre clavier en haut. Donc là, en fait, il suffit d'écrire un mot, de mettre le hashtag dessus, et d'un seul coup, il devient cliquable. Et le principe, c'est que tous les gens qui suivent ce hashtag, c'est-à-dire qui suivent ce mot-clé-là, par exemple, il y a le hashtag Covid-19, par exemple, en fait, ils vont voir tout ce qui est publié sur ce hashtag. Alors, il y a des gens qui me disent, est-ce que c'est intéressant de le mettre sur un profil, une page, etc. Oui, le hashtag, si par exemple vous décrivez votre profil, vous pouvez aussi mettre un hashtag pour montrer quels sont les mots qui sont importants et qui vous qualifient. Alors, est-ce que c'est intéressant de créer une page ou un groupe d'autorité sur Facebook? Je ne sais pas ce que vous appelez un groupe d'autorité, un groupe de discussion, je suppose. Alors, la problématique l'intérêt de la page, c'est que ça permet de faire différentes choses. D'abord, on a des statistiques.
Ensuite, on peut communiquer de façon très, très, très professionnelle. C'est-à-dire que là, pour le coup, on sait que c'est professionnel, même s'il vaut mieux qu'elle soit à votre nom avec votre, probablement quand même plutôt avec votre photo. Et surtout, ça permet de faire de la publicité. Le seul inconvénient, enfin le vrai inconvénient d'une page, au sens non profil, mais page sur lesquelles on met j'aime, c'est que c'est très peu visible. On a 1 à 3% des publications qui sont vues par vos abonnés. Donc, si vous calculez bien, si vous avez 1000 personnes qui sont abonnées, il y a en fait 30 personnes qui vont voir sur leur flux d'actualité votre publication. Donc, pourquoi? Parce que c'est le modèle économique de Facebook que de vous faire payer de la publicité. Donc, en fait, souvent, on va faire les deux. Après, faites attention parce que aujourd'hui, moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que, en particulier sur Facebook, c'est que plein de gens, ils vont de leur page, de leur publicité, etc., et qu'à un moment donné, trop de communication sur l'aloe vera ou sur Forever va finir par tuer en fait le message que vous passez. C'est imaginez la quantité de FBO qui est en France, hein, je ne sais pas le nombre que vous êtes, mais imaginez que chacun fasse une page et fasse une publicité, vous allez en fait décrédibiliser complètement votre offre. Alors, je sais que c'est tentant, hein, parce que en plus il y a la commande directe, il y a tout ça, je sais que c'est tentant, mais faites attention, je vous parlais tout à l'heure de la notion de cacophonie, donc essayez quand même d'avoir quelque chose qui est dans l'ordre, qui est à peu près ordonné, quoi, en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, ça revient beaucoup sur les hashtags. Alors, si on publie dans un groupe, est-ce qu'il y a des interactions? A-t-il un impact sur notre profil perso? Alors, ça ne fonctionne que sur le groupe. En revanche, toutes ces interactions dans le groupe vont rendre tout ce qui se passe sur le groupe plus visible au niveau des membres. C'est-à-dire que quand il va y avoir des commentaires, quand il va y avoir des j'aime, etc., tout ça, ça va aller dans les notifications ou sur les flux en fait des abonnés. Donc, votre groupe va être plus actif parce que s'il y a un commentaire, je vais avoir assez tendance, surtout si c'est quelqu'un que je connais qui l'a mis, assez tendance à le faire. Par contre, ça n'aura pas d'impact sur votre profil. Alors, utilisez un arrobase. En fait, moi, mon compte, c'est Jean-Christian Rivet Pro. En fait, si, quand vous écrivez un post, vous mettez arrobase et vous commencez à écrire Jean-Christian Rivet, en fait, Facebook va vous proposer mon compte et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et comme ça, quand les gens verront votre publication, en fait, il va y avoir un lien qui sera fait directement avec mon profil. Donc, imaginez par exemple que vous êtes, je sais pas, vous êtes en train de faire une animation avec 2 ou 3 de vos associés. Eh bien, ce que vous pouvez faire, vous mettez la photo, vous expliquez un peu ce que vous faites dans votre atelier et à ce moment-là, vous mettez un arrobase de ces personnes-là et ça va faire un lien automatiquement vers leur compte. Et ça marche quel que soit le réseau social, donc y compris l'intervenant, si vous avez un intervenant extérieur qui fait une conférence, etc. Comment faire quand on a beaucoup d'abonnés mais peu d'interactions sur les publications? Alors justement, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais je m'inclus dedans. C'est que si vous avez beaucoup d'abonnés et qu'il n'y a pas d'interaction, c'est que ce que vous dites n'intéresse pas les gens. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, imaginez par exemple que vous disiez, voilà, je viens de passer un super week-end, je ne sais pas, dans tel lieu, et finalement, c'était un week-end que j'ai passé avec des distributeurs, j'étais super content, on a fait un super week-end et tout ça, et que vous dites, et là, vous mettez vraiment des photos motivantes et que vous dites aux personnes, et vous, quel est votre meilleur souvenir d'expédition en groupe, voilà, dans votre activité, par exemple? Naturellement, des gens vont avoir tendance à dire « Ah ben nous, c'est quand on allait à Barcelone telle année ou à tel endroit telle année, on allait à Marrakech, c'était trop génial. » Et vous pouvez même demander aux gens, par exemple, dans leurs commentaires, pourquoi pas, de mettre une photo de leurs meilleurs souvenirs. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir des publications qui intéressent les gens, qui sont centrées sur vraiment les intérêts des gens, et aussi de leur demander d'interagir. Et si vous taguez les personnes qui sont dans votre souvenir, qui sont dans la publication, vous mettez l'arrobase, à ce moment-là, ces gens-là eux-mêmes vont aller mettre des commentaires. Ensuite, faut-il donc éviter de mettre trop de publications sur nos produits afin de ne pas lasser nos amis et nos clients? Absolument. Imaginez par exemple que
vous suiviez, je sais pas, vous avez décidé de suivre le compte de votre banque, par exemple, parce que vous savez qu'elle vous donne plein d'informations sur comment on peut placer son argent, mieux gérer son argent, des astuces fiscales, etc., etc. Et que d'un seul coup, sur cette page-là ou sur le compte que vous suivez, la seule chose qu'on vous donne comme info, c'est tous les nouveaux produits de la banque. Eh bien, je vais vous dire un truc. Non seulement vous n'interagirez pas, mais je pense qu'aux 10 publications, vous allez vous désabonner. Donc, c'est pour ça que le vrai travail de ligne éditoriale au tout début, c'est pas de savoir ce qu'on publie, c'est de savoir qu'est-ce qui intéresse les gens. De vous mettre dans la peau de quelqu'un qui serait peut-être tenté par votre activité ou serait dans votre réseau et de vous dire qu'est-ce qui m'intéresserait, qu'est-ce que j'ai envie de savoir. OK ? C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se demander ce que nous, on a envie de faire, mais de se demander ce que les gens ont envie d'entendre. Alors, comment faire? Voilà, je pense que ça, j'ai répondu. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'éventuellement, je n'ai pas été précis sur certaines questions? Vous voudriez que j'y revienne? Victoire, dans ce que vous avez vu passer. Alors, ce que je vous dis là, ça marche à peu près dans tous les réseaux sociaux. Alors, est-ce que garder l'anonymat sur notre page pro, enfin sur notre profil pro, j'imagine, c'est mieux? Alors, si vous êtes là simplement pour regarder, faire partie des 90% des gens qui sont là en tant que spectateurs, bah, vous pouvez rester anonyme. C'est pas simplement à un moment donné. Si vous voulez quand même que les gens vous fassent confiance et envie de prendre du temps pour échanger avec vous, alors raison de plus si c'est dans votre réseau, là évidemment, il ne faut pas du tout être anonyme. Par contre, il faut faire attention. Dans notre vie, on a 4 zones. On a la vie privée, on a une vie mince. Je vais en parler au moins 3 parce que j'ai oublié la 4e. On a notre vie privée, notre vie sociale, notre vie professionnelle. D'accord? La vie privée, il ne faut pas la mettre dans les réseaux. Quand je vois des gens qui publient des photos avec les gamins et tout ça, moi je pense que c'est public des réseaux, même si on a l'impression de s'être protégé. La vie sociale, par contre, on peut. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais mettre des photos de quand je suis sur scène au théâtre. On a le droit de faire des choses et c'est ça, en fait, qui va parfois intéresser les gens. C'est le fait que, justement, on est quelqu'un comment dire, qui a une vraie vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas un robot et les gens vont s'attacher à nous. Et après, la vie pro dont on a parlé. Alors, quelques exemples de CTA qui créent de l'engagement. Un outil de communication gratuit pour mettre en page photo de texte. Combien de fois on faire des messages de nos produits sur les réseaux, comment donner des informations et leur donner envie de nous contacter sans paraître commercial, en nous mettons un lien en boutique en fin de publi. Alors, première question, exemple de call to action. En fait, il ne faut pas vous faire des nœuds au cerveau par rapport au CTA, au call to action. Donc, il ne faut pas vous faire des nœuds au cerveau. Moi, je pose toujours la question. Imaginez, vous rentrez dans un petit déjeuner professionnel parce que vous voulez rencontrer des gens ou un after work. Vous arrivez, vous discutez avec des gens. Ils vous disent, alors, vous, j'ai vu que vous étiez dans la distribution. Tada, vous dites, bah oui, par exemple, vous racontez une histoire. Qu'est-ce que vous diriez aux gens? Vous diriez, et vous, vous faites souvent des incentives, et vous faites de temps en temps des voyages d'affaires, etc. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que votre call to action, c'est vraiment de vous intéresser à la réponse que la personne va vous donner. D'accord? Ensuite, alors, outil de communication gratuit pour mettre en page. Alors, en fait, d'un côté, il y a les visuels. Donc là, l'idée, c'est effectivement, il y a des outils professionnels comme Canva. Moi, j'en suis arrivé à utiliser un outil qui est très basique, mais qui est PowerPoint. Parce qu'en fait, si vous utilisez PowerPoint, ça vous permet de faire des mises en page très sympas. La plupart des gens l'ont. Et en fait, ça vous permet de faire des visuels qui marchent très, très, très bien. Après, mettre en page photo-texte, ben oui, ça vous permet de mettre du texte, pourquoi pas, à côté. Tout ce que vous verrez sur ma chaîne YouTube, par exemple, toutes mes publications, où il y a justement des photos, du texte, etc., c'est fait avec PowerPoint. Alors, combien de fois on va faire des messages de nos produits? Alors, moi, je ne peux pas vous dire combien de fois vous avez parlé de vos produits.
La plupart du temps, les gens, ce qui les intéresse, c'est pas les produits, c'est ce qu'on fait avec les produits. D'accord? C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de dire qu'avec ce produit-là, ben, quelqu'un, je sais pas, ça présenter un sportif qui a utilisé certains produits et de vous dire, ben, et de montrer, ben, dire, ben voilà, ce sportif-là va vous parler des produits. C'est-à-dire que de montrer une photo avec des boîtes, je suis pas certain, ou alors il faut que ce soit une promo ou un truc comme ça. Mais je suis pas certain que les gens soient très intéressés. Par contre, ce que le produit produit, c'est le cas de le dire, le bénéfice du produit, oui, ça va être intéressant. Alors c'est pareil, on me demande si je mets un produit avec un lien vers ma boutique en ligne. Ça peut avoir du sens d'un point de vue ponctuel. Par exemple, si vous êtes dans une démarche en train de dire on est dans une période où on veut un peu faire, voilà, perdre un peu de poids parce que c'est bientôt les vacances. Et à ce moment-là, on va faire un peu la promo du C9, mais à ce moment-là, vous le faites plutôt que de montrer des boîtes, vous montrez effectivement, vous faites parler un de vos associés ou parler à un client de ce produit-là. Maintenant, voilà, c'est à un moment où on en a besoin. Donc oui, ça a du sens de parler du produit. Maintenant, je ne saurais pas vous dire à quel moment montrer tel produit peut avoir du sens. Je sais pas. Alors là, on parle en externe. Hein. Évidemment, quand vous êtes dans votre réseau, là, vous pouvez parler des produits bien plus souvent, hein, évidemment. Donc, montrer vos produits de notre manière indirecte en montrant leurs actions est plus intéressant que… Oui, moi, je vous pose la question. Est-ce que quand vous regardez, on vous parle d'une nouvelle voiture chez Renault, est-ce qu'on ouvre le capot, on vous montre le capot ou est-ce qu'on vous montre simplement la ligne? Non. Qu'est-ce qu'on vous montre? On vous montre, on essaie de vous démontrer à quel point vous serez un super papa ou une super maman si vous mettez vos enfants qui ont un sourire jusque-là dans la voiture pour partir en week-end. On vous raconte cette histoire-là. Donc, vous avez besoin de raconter une histoire. Et montrer une boîte sur une table, c'est pas raconter une histoire. C'est simplement ça, en fait. Donc, je peux parler autant de fois que je veux de mes produits, à condition que ce que je raconte, en fait, ça raconte une histoire à la personne en face de moi. Quand, par exemple, vous montrez le fait que vous êtes en train de travailler avec un de vos FBO, vous êtes en train de travailler et que vous racontez, vous êtes en train de travailler sur sa façon de se pitcher ou de prendre la parole en public, etc. Là, vous racontez une histoire. C'est un petit peu ce que je vous disais, les coulisses en fait de votre métier. C'est, je suis super content. Pour la première fois, je vais animer avec un de mes associés, on va co-animer un webinaire. Et ça, je suis super content de ça. Ça raconte une histoire. C'est pour ça que j'étais vraiment dans la démarche de vous dire comment on anime un réseau avec eux. L'aspect commercial, l'aspect vente de produits dans les réseaux sociaux, c'est un petit peu différent. C'est pas la même approche. On est dans une logique de social selling qui peut-être pourrait passer plus par une page Facebook avec une boutique en ligne. Mais je vous dis après, la pertinence de ça, c'est est-ce qu'à un moment donné, s'il y a 1000 personnes qui vendent des produits Forever sur Facebook en France, est-ce que ça va continuer d'avoir du sens et être différenciant pour les gens, en fait? Alors, je pense que j'ai répondu à peu près à tout. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de questions. Donc, je vous remercie d'être avec nous, en tout cas d'avoir été avec nous et pour cette super présentation qui nous a appris plein de choses. Bien, ben merci à vous pour votre attention. J'espère que ça a répondu à vos questions. Ben déjà, il y en avait plein de questions, donc c'est bien. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Jean-Christian Rivet, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions. Bon après-midi à vous tous. À vous également. Au revoir. Au revoir.